Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouveau live des Rois du Monde, le live solidaire et social. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une psychiatre qui s'appelle Docteur Castelmandac et qui va répondre à toutes nos questions concernant ce qui se passe voilà, pendant le confinement. Alors, je vais l'accueillir. Bonjour docteur. Bonjour, Stéphanie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous avoir parce qu'on nous pose énormément de questions concernant notre psychisme pendant le confinement. Oui. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir. On va commencer par les avantages de pouvoir consulter par téléphone. Voilà, en étant psy, on a cette possibilité qui est quand même bien plus pratique qu'un otorino ou qu'une autre corporation de pouvoir consulter par téléphone et ça fait pratiquement autant de bien qu'en réel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, il est vrai que cette situation inédite que nous vivons mobilise un certain nombre de réactions psychiques et de symptômes qui peuvent amener à nécessiter une consultation. Euh, et nous avons cette possibilité depuis quelques temps de pouvoir proposer des téléconsultations qui sont assez aisées pour nous, effectivement, psychiatres. Parce que notre examen clinique, il est sur la présentation du malade, sans justement l'examen habituel de palpation, de sculptation, etc. Et que le discours du patient, la posture du patient, la mimique, tout ça va nous donner des indices, nous permettant de faire un diagnostic sans avoir besoin d'examens cliniques comme la biologie, etc. Donc tout va se faire sur la relation, le visage. C'est vrai que la vidéo aide beaucoup, justement, la voix, la tonalité de la voix, le contenu du discours, etc. Donc le diagnostic va être facilité dans notre spécialité. D'accord, parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez ressenti parmi vos patients une augmentation du stress, de l'anxiété, de la dépression pendant ce confinement? Euh, Globalement, non. Pourquoi? Alors peut-être une des raisons, c'est que dès le premier jour du confinement, j'ai envoyé un message à tous mes patients pour leur dire que j'allais leur signifier que j'allais être disponible 7 jours sur 7, 24, voilà, pour des téléconsultations ou même quelques consultations au cabinet, parce que j'avais pu avoir des masques et puis du gel pour pouvoir les accueillir en toute sécurité. Donc je pense que ça a été un puisque dans un contexte ainsi de suite, dans un stress possible à laquelle lâcher, par une téléconsultation, à peut-être favoriser la contenance un peu de bousculement émotionnel chez certains patients. Cela dit, certains ont développé néanmoins des symptômes qui sont de différents ordres, des troubles anxieux en tout genre, peut-être qu'on en parlera, voire aujourd'hui c'est une deuxième phase qui arrive après toute la phase première, plus des troubles anxieux, commence à arriver des troubles dépressifs. D'accord. Alors, je suggère à ceux qui nous suivent, là, s'ils ont des questions à poser, n'hésitez pas, on y répondra. Ce que je voulais vous demander d'autre, c'est beaucoup de gens ont du mal à respirer et pensent être atteints du Covid. Ils appellent, alors certains ont appelé les pompiers, d'autres se contentent d'être mal chez eux et souvent il s'agit de crises d'angoisse. Comment on peut leur donner des conseils pour faire la différence entre une vraie crise d'angoisse, s'ils n'ont pas l'habitude d'en faire, ils ne savent pas trop que ça correspond un peu à ça, ou alors que c'est le corona? Alors, difficile, effectivement, ça fait partie des questions qui sont arrivées en masse dès les premiers temps, parce que les symptômes peuvent être complètement trompeurs et intriqués. Avec ce qu'on retrouve aussi bien dans le Covid que l'anxiété, c'est-à-dire des troubles respiratoires, sentiment d'oppression thoracique, des palpitations, parfois des sueurs, un sentiment de fébrilité, des nausées, tout ça, on retrouve ça dans la crise d'angoisse. Et on retrouve ça aussi dans les symptômes somatiques du Covid.
La différence, c'est que le trouble anxieux, le moment anxieux, va être assez fugace. Il ne va pas s'installer dans le temps sur des heures. Hein. Un moment anxieux, une crise d'angoisse, ça dure pas 2 heures. Hein. Les troubles respiratoires du Covid, ça s'installe durablement dans la journée, dans les jours qui suivent. Il n'y a pas de fluctuation. Par ailleurs, une crise d'angoisse, une oppression thoracique qui serait liée à un trouble anxieux, on appelle un copain, une copine pour en discuter, etc. On se sent soulagé, ce qui n'est pas le cas si c'est un trouble respiratoire qui est lié à une pathologie somatique. Par ailleurs, dans le Covid, on a quand même un sentiment de malaise général, un petit peu comme lorsqu'on souffre d'un virus, grippe, on a tous connu un jour une grippe, on se sent mal globalement, un sentiment de malaise général, et puis des symptômes physiques associés quand même qu'on retrouve, la fièvre, on l'a vu, un certain nombre de cas, la toux, fatigue, un cortège de symptômes somatiques qu'on n'a pas forcément dans le trouble anxieux. Et puis ça va dépendre du terrain. Il est vrai que si on a déjà un terrain anxieux, on va peut-être plus pour le trouble anxieux. Et si par contre on est sur un terrain de facteurs de risque, comme on l'a vu avec des antécédents cardiovasculaires, un diabète, des troubles respiratoires, etc., on va être plus en alerte. Et là, effectivement, face à un trouble respiratoire, un sentiment d'oppression thoracique, on va peut-être avoir quand même nécessité à appeler davantage son médecin généraliste, voire les urgences avec ce fameux test respiratoire qui était entre autres évoqué, c'est-à-dire ce temps on inspire et si effectivement on peut tenir 30 en comptant 30, c'est quelque chose qui était rassurant. Par contre, si on est obligé de reprendre sa respiration au bout de 10, c'est quelque chose qui pouvait être inquiétant. Donc des petits tests comme ça fait, mais globalement, donc c'est l'angoisse, c'est quelque chose d'assez fugace, c'est facilement contenu par une aide extérieure. Le Covid, ça s'installe, les troubles respiratoires qui s'installent avec un cortège d'autres symptômes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors là, je viens de voir une question de Géraldine qui nous dit, y a-t-il toujours une phase d'anxiété avant la dépression? Pas toujours. Il est vrai que l'anxiété est souvent, très souvent associée à la dépression. Mais pas obligatoirement avant. Ça peut être intriqué. Il est rare de voir des dépressions sans anxiété associée. Mais il n'y a pas forcément de continuum entre une phase anxieuse et une dépression. D'accord. Bah, je vous suggère d'envoyer vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, c'est le moment. Docteur, est-ce qu'il y a des exercices pour éviter les crises d'angoisse? Euh, oui, il y a des exercices pour éviter. Alors, on a beaucoup. Là, je pense que l'anxiété, dans ce moment particulier qu'on vit, insécure, singulier, pour lesquels on n'a pas de référence, on a rares sont ceux qui ont vécu déjà des périodes d'insécurité sanitaire et qui plus est de confinement. C'est accepter déjà, accepter qu'il y ait des moments anxieux. C'est normal dans ce moment particulier d'avoir des moments anxieux. C'est une émotion, elle prend d'intensité de force. Donc ça, c'est déjà important. Le reste, je pense qu'un bon nombre a entendu parler de toutes ces règles hygiéno-diététiques, de ritualiser les journées, de favoriser un sommeil autant que faire se peut, un régulier, des activités sportives, communiquer avec ses proches tous les jours, favoriser des activités ludiques, du plaisir, parce qu'on a beaucoup d'informations négatives, et ça, l'information négative, elle prend vraiment, elle s'impacte dans le cerveau beaucoup plus que l'information positive. Donc, il faut essayer de contrebalancer, écouter des musiques sympathiques, regarder des comédies plutôt pour essayer de favoriser un équilibre. Il y a pour éviter les crises d'angoisse. Il y a des exercices de cohérence cardiaque, qui sont des petits exercices de relaxation où on apprend à contrôler sa respiration, c'est-à-dire à favoriser un temps inspiratoire sur 5 secondes, expiratoire sur 5 secondes. Ça, on fait ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, et hop, on commence ça déjà à agir potentiellement de crises d'angoisse qui se manifestent donc par des troubles respiratoires avec accélération de la fréquence cardiaque. Donc, on va pouvoir réguler comme ça. On va pouvoir aussi travailler sur ses pensées. Dans les crises d'angoisse, on a des pensées qui défilent. Quelles sont-elles? Il est parfois intéressant de les écrire pour les déposer, les extérioriser
et pouvoir faire des petits exercices qu'on propose, nous, en tant que psy, pour modeler ces pensées, hein, trouver des pensées alternatives, un petit peu comme on fait de la kiné, on va assouplir ses pensées. Quand on est dans un moment anxieux, la pensée, elle est monotomatique. Donc, on va essayer, on va donner des exercices pour essayer d'assouplir le système de pensée. D'accord, parfait. On a une autre question d'Esther. Pendant cette période de confinement, l'angoisse arrive souvent le soir. Est-ce normal? Oui, c'est un moment parce qu'on sait ça, il y a peur du noir. Alors, le noir, c'est le moment du danger. On ne voit pas l'horizon, hein, depuis le début de l'histoire de l'humanité. L'obscurité est source de danger. On ne voit pas les prédateurs. Donc, c'est quelque chose qui reste dans notre cerveau. Et on voit bien les enfants aussi, hein, ont ces phases de peur du noir, de peur des monstres, etc. Et on va garder cette crainte, hein, qui plus est, pendant le sommeil, on n'a pas le contrôle, hein, on ne peut pas vérifier ça, si sa respiration est régulière, etc. Donc, dans cette phase d'insécurité sanitaire, ça va être encore un peu plus angoissant pour certains. D'où l'importance de mettre en place aussi des exercices de méditation avant le sommeil, enfin c'est un arsenal de choses pour favoriser possible un meilleur sommeil. Super, merci beaucoup. On a une autre question de Déborah qui nous demande quand on absorbe beaucoup de mauvaises nouvelles, comment peut-on faire abstraction à cela? Alors, attraction, c'est déjà bien sûr, comme il a été conseillé, essayer de prendre de la distance, de regarder les médias une fois par jour, ce serait bien, hein. Il n'y a pas des nouveautés, on voit bien tous les jours, hein. Par contre, il y a une foule d'informations qui sont assez confuses, hein, parce que très contradictoires, donc qui renforcent l'anxiété. Donc, une fois par jour, essayer de trouver une seule source d'information fiable, ce qui n'est pas évident, et ne pas multiplier les sources d'informations. Donc, à Alors, part elle posait la question particulièrement parce elle est en contact avec des familles endeuillées. Du coup, tout au long de ses journées, elle reçoit des appels qui, au bout d'un moment, même si elle essaye de rester professionnelle, lui touchent son moral, quoi. c'est un contexte particulier. Ça rejoint un peu ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que le cerveau va engrammer davantage qui est de l'ordre de l'émotion négative, hein, et donc on va essayer de contrebalancer par du positif en rentrant chez soi, hein, c'est-à-dire que on pense que pour justement contrebalancer au niveau cérébral une information négative, on va essayer d'en chercher cinq. Donc on va aller rechercher du ludique, du créatif, hein, aller même créer, dessiner, coudre, écrit, aller chercher des cibles drôles, à vraiment compenser comme un effet thermostat d'une certaine manière. D'accord, parfait. Merci, docteur. Est-ce que le fait d'être confiné peut faire ressortir de vieux démons? Oui, alors oui, effectivement, parce que le cerveau, face à un événement singulier, va aller rechercher systématiquement dans sa mémoire s'il connaît ou pas. Et s'il connaît, il va ressortir le dossier, donc qui correspond à l'événement vécu. Par exemple, cette situation de confinement peut réveiller chez certains qui ont vécu des traumatismes, des punitions, par exemple, enfermé dans le placard, peut réveiller à ce moment-là les angoisses de situations traumatiques infantiles. Ça peut aussi réveiller, par exemple, un sentiment d'impuissance, hein. Un exemple, un parent hospitalisé dans cette période Covid, on est soit à la maison, on ne peut pas aller le voir, ça peut rappeler à chacun un sentiment d'impuissance. Par exemple, c'était vécu dans l'enfance, au contact d'un parent malade pour lequel on n'a rien. On voit aussi un rappel à des sentiments de honte parce que, donne un autre exemple, hein, certains sont partis à la campagne, jolie maison, etc., et ont laissé la famille à Paris dans des conditions parfois plus difficiles. On a vu se développer des sentiments de honte, hein, qui là aussi faisaient écho à des histoires infantiles de j'avais plus que ma sœur, etc. Enfin, on voit que par rapport à un événement actuel, le cerveau va aller rechercher les dossiers du passé qui ont des traits communs avec la situation et raviver à ce moment-là le sentiment à l'époque, les angoisses ou d'autres affects. D'accord. On a une autre question. Les points intercostaux sont-ils bien liés à l'anxiété?
Les douleurs intercostales, pas toujours. Hein. Là, ça rejoint un peu la question aussi sur différence de l'angoisse. Hein. Alors, l'angoisse, effectivement, par cet état de tension interne, de tension musculaire, hein, parce que quand on est anxieux, c'est qu'on est dans la peur d'un danger, on anticipe un danger. Donc le corps va réagir en mobilisant l'ensemble de l'organisme, et notamment par un état de tension. Hein. On est prêt au combat ou on est prêt à la fuite, donc le corps se tend. Ce qui va favoriser donc des tensions musculaires, on a parfois mal à la tête, hein, mal dans le corps, et donc mal aussi au niveau des muscles intercostaux. Et donc, ces muscles intercostaux peuvent aussi mimer, parfois on a mal du côté gauche, ça peut aussi faire penser, par exemple, à une crise cardiaque. Hein. Donc, on voit que c'est pas non plus toujours évident. Donc, ces muscles intercostaux, ça peut être du somatique comme du psychique. D'accord, parfait, merci. Là, on a une autre question de Géraldine qui nous demande, la méditation fait-elle du bien? Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, elle s'est été prouvée scientifiquement, elle fait du bien. C'est une expérience. Hein. Elle fait du bien sur le moment, mais elle fait d'autant plus de bien si ça devient quelque chose de régulier. C'est prouvé, hein, ça régule les émotions, ça régule les hormones de stress, ça favorise hein, un état de bien-être qui, effectivement, quand elle est pratiquée, est quelque chose qui va stimuler le système nerveux qu'on appelle parasympathique, c'est le système nerveux qui ralentit les rythmes. Quand on est anxieux, on a une hyperstimulation du système sympathique qui accélère les rythmes, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. La relaxation, la méditation, ça va favoriser au contraire un tonus parasympathique plus important, donc rééquilibrer un peu tout ça. Donc oui, ça fait du bien. Et alors là, bon, ça regorge de vidéos de méditation sur YouTube, sur des petites applications un peu ludiques qui peuvent être sympas. Vous préconisez de combien de minutes pour commencer par jour? Parce qu'il y a des méditations qui durent 1 heure. Pour un début, c'est un peu long. Bien sûr que l'idée, c'est la régularité. C'est un petit peu comme quand on apprend la musique, c'est mieux d'en faire 5 minutes par jour qu'en faire 1 heure une fois par semaine. Donc, on va essayer, on teste, il y en a tellement, donc on teste, c'est personnel, hein, on va trouver une plus sympathique, plus agréable. Parfois, il y a des voix qu'on trouve insupportables ou autres. Donc, on va tester, on va trouver celle qui nous correspond. Et puis, on va commencer tout doucettement. Ça peut être que 5 minutes, même si la séance fait 20 minutes, hein, peu importe, on va faire ces 5 minutes. Et le tout, c'est de s'inscrire un peu dans une continuité. Alors, bien sûr que c'est difficile, si on n'a pas fait la première séance, de goûter un petit peu au plaisir. On va être juste convaincu par le discours du psy qui dit oui, ça fait du bien. Donc, mais oui, c'est prouvé. Hein. Donc, on va surtout trouver ce qui nous correspond comme type d'application. Et puis, faire ça, ritualiser. D'accord. Et il n'y a pas de moment spécifique dans la journée pour le faire? On peut le faire n'importe quand? On peut le faire n'importe quand. L'ANA, c'est un petit peu comme la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va le faire au moment où on se sent justement disponible pour le faire et ritualiser tous les jours. Ce qui fait que au moment où on aura aussi besoin, peut-être dans des moments de tension, des moments de stress, voire de début d'anxiété, on va pouvoir la mettre en place, cette méditation, parce qu'on aura déjà eu aussi un petit peu d'entraînement. D'accord, parfait. On a une autre question qui dit, je suis restée confinée pendant 1 mois, je commence à sortir un peu, mais après je culpabilise et j'ai l'impression d'être malade si je me mets à tousser ou si j'ai mal au dos. Alors, la culpabilité, c'est lié au sentiment de faute. Hein. Alors, est-ce que c'est de la culpabilité ou de la peur? De nouveau, de refus, hein, par exemple. Alors, cette peur, euh, si effectivement le confinement hein, n'a pas résolu le problème hein, des angoisses. Hein. Maintenant, l'impression d'être malade, là, c'est pareil, hein, l'impression de, hein, ça revient à votre question, c'est comment on va distinguer ce qui est de l'ordre de la vie hein, et de l'ordre de la société. Mais bon, la culpabilité, c'est encore une fois autre chose, c'est un autre terme, c'est relatif à une faute. Hein. Ouais. Avoir commis quelque chose. Alors, effectivement, nous tous, hein, et dans la rue, et j'ai peur, si je suis malade, de contaminer quelqu'un, hein, ça c'est encore autre chose. Hein, c'est
un schéma de pensée qu'on peut avoir, que certains ont. Ils courent dans la rue et se disent, oh là là, j'ai pas de masque, je vais peut-être contaminer quelqu'un. Donc ça, après, ça relève d'exercices de type exercice cognitif, de rééducation un petit peu des pensées pour justement éviter que ça ne prenne trop d'importance. D'accord, parfait, merci docteur. Qu'est-ce qu'il en est des hypochondriaques pendant le confinement? Alors, globalement, j'ai pas vu beaucoup de retours à ce sujet. Ça fait pas partie forcément là des pathologies, la vue le plus, en tout cas personnellement, se développer. Il y a très peu là pour le moment d'études qui sortent, sont encore assez récents. On voit d'autres choses se développer que l'hypocondrie. L'agoraphobie, la peur de sortir, justement, paradoxalement, la peur parce que le danger, il n'est pas à la maison, il est à l'extérieur. Donc, certaines personnes, notamment personnes à risque, plus de 65 ans, facteurs de risque cardiovasculaire, vont avoir peur de sortir, ce qui est problématique, parce que le virus va continuer à rôder. À quel moment vont-elles sortir? Donc là, on met en place des exercices de désensibilisation à distance où on va petit à petit amener, comme on désensibilise d'un allergène, faire des exercices un peu tous les jours pour augmenter le périmètre de la personne et favoriser petit à petit une sortie à l'extérieur. Donc on y va très doucement, donc des exercices au jour le jour pour que cette angoisse irrationnelle, parce que c'est pas en allant dans la rue avec un masque qui plus est et en croisant personne, en discutant avec personne qu'on va l'attraper. Donc on va mettre en place des exercices comportementaux pour favoriser cela. Il y a d'autres choses qui sont développées, des troubles obsessionnels, mais plus pour le confinement. Un exemple, quelqu'un qui a une peur de faire du mal de façon tout à fait, bien sûr, irrationnelle à ses proches, va se retrouver confiné avec les personnes. Donc, augmentation d'angoisse. J'ai peur de faire du mal à mes proches et là, je suis confinée avec eux. Donc, on va travailler aussi dessus en thérapie à distance. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire des thérapies effectivement à distance. Et notamment, moi, je fais des séances d'hypnose aussi à des patients à distance, comme ça. Et l'hypnose Voilà. à distance, ça fonctionne? Ouais, ouais. Magnifique, c'est parfait. Donc pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent prendre rendez-vous avec vous, ils peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib. Comment ça se passe? Je ne suis pas encore sur Doctolib, je suis sur Internet, en espérant que l'adresse est bien changée parce que j'ai déménagé il y a 2 ans. Mais, ouais, à mon nom, Docteur Mandac. Voilà. Donc docteur Céline Mandac, psychiatre sur Internet et on vous trouve directement. Parfait. Absolument. On a une autre question qui nous dit l'angoisse de croiser ou de voir des gens à nouveau, la peur des autres. La peur des autres, alors la peur de quoi? Là aussi, c'est-à-dire qu'on va, à ce moment-là, quand quelqu'un va exprimer cette peur, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est la peur de quoi? Est-ce que c'est la peur d'être contaminé? Est-ce qu'il y a d'autres peurs? Donc, on va essayer de tirer un peu le fil de tout ça et puis de savoir à quoi ça correspond, voir aussi si ça correspond à une peur des autres, liée à des épisodes, encore une fois, de l'histoire, ou est-ce que c'est circonscrit cette période à un peu de risque de contamination? Voilà. Ça D'accord. peut, Donc c'est un peu au cas par cas, quoi. exactement. C'est très personnel de toute façon. Chacun a son histoire. Parfait. Écoutez, moi je regarde, je suggère à ceux qui nous regardent d'envoyer leurs questions. Moi, je n'ai plus de questions. Vous avez magnifiquement répondu à toutes mes questions. Donc, je regarde un petit peu. Est-ce que vous auriez, vous, docteur, des choses à nous rajouter qui pourraient servir un petit peu à tout le monde? À tout le monde, c'est utile d'essayer de ne pas attendre là avant de prendre rendez-vous pour si certains symptômes se font jour, c'est-à-dire une angoisse panique qui vient, des signes qui peuvent faire penser à la dépression, d'aller le consulter assez rapidement. Et la dépression, je rappelle, c'est pas une tristesse de temps en temps, c'est un ensemble de symptômes qui s'installe au quotidien pendant au moins 15 jours. Et cet ensemble de symptômes, il est constitué par une tristesse au quotidien, une perte d'envie, une perte de plaisir, une difficulté à se mobiliser dès le matin. Ça va un peu mieux en fin de journée, mais le matin, c'est extrêmement compliqué. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'attention, de la mémoire, une Bon, fatigue. là, c'est un petit peu le cas de tout le monde pendant le confinement.
Non, non, parce que, encore une fois, hein, on peut être triste de temps en temps parce qu'on est séparé de ses proches. On est triste tous les jours. C'est une tristesse qui nous afflige, hein, ça englue la dépression, c'est un ressort cassé. On n'a plus l'énergie, hein, on a des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, de la culpabilité. On s'en veut d'être mal comme ça. Des idées de dévalorisation, hein, je vaux rien, etc. Et parfois des idées noires hein, qui sont jour. En tout cas, tout ça, hein, on a rarement tout ce cortège de symptômes, ou une bonne partie, tous les jours, pendant au moins 15 jours. Donc, c'est assez précis, hein, c'est un diagnostic précis. Donc, il ne faut pas attendre, hein, parce que c'est pas, ça ne se soigne pas tout seul, la dépression. D'accord, parfait. Bon, alors je suggère à tout le monde, si vous ressentez ces symptômes, de ne pas hésiter à consulter parce que c'est quand même beaucoup plus confortable d'aller bien, surtout pendant cette période un peu difficile. Donc, je regarde. Alors, on a une autre question. Vous pensez quoi du déconfinement à partir du 11 mai? Alors tout dépend là aussi, hein, réponse pondérée, tout dépend des conditions. Je pense il est important hein, de commencer à déconfiner très progressivement avec bien sûr des mesures sanitaires, que chacun porte un masque. Hein, si on n'en a pas, il y a globalement distribué largement. On les fabrique, on a plein de tutos, c'est au moins facile de se faire chacun quelques masques lavables, alternatifs, hein, en gardant la distance sociale. Donc, on a un pouvoir de se protéger de ce virus avec tout ce qui est appris, les gestes barrières, la distance sociale, etc. Si on respecte tout ça, on se met à l'abri quand même. Vraiment, on a les moyens. On n'est pas impuissant face à tout ça. Donc oui, déconfinement, à condition de respecter tout ça, et puis d'y aller très progressivement. Bon, nous verrons demain, je pense déjà. Et oui, parce qu'il y a des situations de violence familiale. Hein, il faut pouvoir aider les enfants qui sont dans des situations terribles. Il faut aussi que certains reprennent aussi un petit peu leur travail parce qu'il y aura d'autres complications hein, psychiques, c'est-à-dire Bien des sûr. complications économiques désastreuses avec un risque de dépression grave, voire pire. Hein, il y a aussi un risque mortel. Hein, donc oui, il faut commencer à déconfiner. Maintenant, dans quelles conditions, dans quel cadre, ça c'est vraiment à préciser. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une manière d'expliquer aux enfants ce qui se passe? On fait le plus simplement du monde. Alors, je suis pas pédopsychiatre, hein, donc, mais oui, leur expliquer, je pense que un certain nombre de collègues pédopsies ont pu expliciter mieux que moi. Ne pas leur cacher, répondre à leurs questions, pas devancer forcément. Hein, il y a deux, trois choses. Il y a effectivement ce petit virus. Je pense qu'il y a des livres qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, hein, ou des illustrations, leur expliquer ce virus qu'on va pouvoir s'en protéger. Il y a des techniques, hein, ils vont apprendre à bien se laver les mains, ils vont comprendre un petit peu comment essayer de s'en protéger, que les parents sont là aussi pour les aider, qui vont retrouver leurs petits copains, mais que ça va être un petit peu différent hein, d'avant aussi. Oui, leur expliquer simplement, en tout cas, ne pas cacher hein, des informations tribues, ni trop ni trop peu. Hein. Donc répondre pas trop devancer comme tout, mais savoir répondre aux questions qu'ils seront posées, quitte à être aidé par des pédopsies, hein, c'est pareil, qui font des consultations et qui peuvent guider dans la parole à apporter aux enfants. D'accord, parfait. Écoutez, docteur, j'ai plus de questions. On a répondu, on a un peu fait le tour. On a répondu à toutes les questions des auditeurs. Donc, je vais vous remercier pour votre temps et votre disponibilité et surtout, voilà, toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Et puis voilà. Mille merci. Merci à vous. Merci. Au revoir, docteur. Au revoir. Et moi, je vous retrouve demain avec Sandrine Usan, nutritionniste, qui nous parlera de la nutrition pendant le confinement. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.